Affublé de ses attributs maçonniques, un bronze d'Ernest Allard trône dans le cabinet du bourgmestre de Bruxelles. L'actuel mailleur de la capitale, Freddy Tillmans, ne cache pas qu'il est franc-maçon. C'est plutôt rare. Mais on sait quand même que bon nombre de francs-maçons sont impliqués dans les affaires politico-financières qui éclaboussent Charleroi. Pour certains donc, l'amalgame est évident. Organisation de l'ombre, la loge serait responsable de ces dérapages après enquête. Sylvie Duquesnoy et Serge Reusing répondent à cette question. Le secret maçonnique, porte ouverte aux dérives? Je promets de remplir mes devoirs envers la famille, la patrie et l'humanité. Je promets d'aimer mes frères et de les aider pour autant que ce ne soit pas contraire à mon honneur. Je promets de ne pas révéler les usages de la franc-maçonnerie et de ne parler qu'avec la discrétion qui sied à un homme d'honneur, des travaux et des délibérations de la loge. Tout cela sur l'honneur, je le promets. Dans les années 70, en Italie, la loge P2 défraie la chronique. Licio Gelli et plusieurs grands maîtres utilisent la franc-maçonnerie et ses méthodes pour déstabiliser l'État. Dans les années 90, en France cette fois, affaire du Carrefour du Développement, affaire des HLM de la ville de Paris, système médecin à Nice, les affaires impliquant des francs-maçons se multiplient au point qu'on parle d'affairisme maçon. Et la Belgique ne semble pas épargnée. Dans l'affaire Inusop, cet institut de sondage accusé d'enquêtes fictives et de surfacturation, on évoque la maçonnerie. Idem dans l'affaire Augusta Dasso et les pots de vin versés au Parti socialiste. Là encore, des maçons sont impliqués. La maçonnerie, sa fraternité et son culte du secret feraient-elles des loges des refuges pour affairistes? Récemment encore, la question a été évoquée sur notre plateau lors d'un débat consacré aux affaires qui ont secoué Charleroi. Je pense aussi qu'il est important de dire maintenant que l'USC n'est pas la seule instance où il y a des gens qui décident à Charleroi. l'USC, Union Socialiste Communale. Oui. Et qu'il y en a une autre avec des forces qui comptent, qui n'a pas d'existence politique ni démocratique légale. Je sais que ça ne va peut-être pas faire plaisir à certaines personnes qui sont sur ce plateau que j'en parle, mais cette instance a un nom, c'est la loge. Qui veut réagir à ça? Comme chaque fois que l'on évoque la franc-maçonnerie, cela a jeté un froid. À cette époque-là, l'affaire de l'ICDI a éclaté. Claude de Spiegeler est inculpé dans le dossier de la Carolo. Et Vanco a démissionné. Donc le fait, je leur demande et j'espère qu'ils entendront mon message. Merci. Il y aura encore Immo Congo, la caisse noire du département du 3e âge où les marchés publics truqués, les affaires se succèdent. Au total, il y aura plus d'une cinquantaine d'inculpations. Alors au-delà des responsabilités politiques, la franc-maçonnerie a-t-elle d'une façon ou d'une autre joué aussi un rôle dans les affaires qui ont secoué Charleroi? Nous sommes allés le demander à celui qui aujourd'hui a repris la ville en main. Il n'y croit pas. Je pense vraiment que le système, si système il y a eu, est lié à d'autres situations. Le fait d'avoir un parti dominant qui est quasi assuré, ou en tout cas qui a le sentiment qu'il est assuré d'avoir la maîtrise du pouvoir pour une période illimitée, pèse évidemment beaucoup plus que des affinités de type philosophique. Cela dit, quelques minutes plus tard, le même bourgmestre nous expliquera que la franc-maçonnerie est tout de même quelque chose de particulièrement prégnant à Charleroi. Moi, j'ai bien senti que quand je suis devenu bourgmestre, je n'ai pas de résistance à proprement politique. Sauf dans le fief de Jean-Claude Antoinenberg, pour des raisons qu'on peut nier. Il y a ce que j'appelle une vraie souffrance, parce que ce qu'on me dit, et moi, j'ignorais tout ça, on me dit, mais tu te rends compte que tu es le premier bourgmestre depuis 1830, bourgmestre de Charleroi, qui n'est pas franc-maçon. Je comprends parfaitement que l'on critique l'apparition d'un bourgmestre CDH défendant une logique CDH,
Mais que l'on critique le fait que c'est pas un bourgmestre franc-maçon, ça me surprend un peu. Mais ça montre qu'il y a là une réalité. Cette réalité, plusieurs francs-maçons nous l'ont confirmé. Aujourd'hui, des langues se délient et certains dénoncent ce qui se passait autour et alentour de la loge, parfois même devant la caméra. Je ne souhaite pas me découvrir car je sais que beaucoup me considéreront comme un traître. La puissance de la maçonnerie est telle que, d'une façon ou d'une autre, je pourrais en payer les pots cassés. Pas facile de témoigner. Dans ce bastion socialiste, être en plus franc-maçon est un must. On retrouve des frères à beaucoup de postes clés. Les francs-maçons se retrouvent à la tête de beaucoup de grands organismes de Charleroi, que ce soit l'ISPPC, les hôpitaux publics, que ce soit ICRETEC, l'intercommunal de développement économique, que ce soit Aquasambre ou même le pouvoir politique. Et c'est problématique? Ça l'est devenu, certainement. Est-ce qu'à Charleroi, on peut dire qu'il existe un lien entre les affaires qui se sont produites et la franc-maçonnerie? Peut-on dire qu'il existe un lien direct? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que dans la liste des inculpés, on y retrouve énormément de frères. Dans quelle proportion? Certainement 50%. La moitié des inculpés seraient donc francs-maçons. Forcément, cela interpelle. On se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Une loge en particulier est pointée du doigt, la Charité. La Charité, pour moi, n'est plus ce qu'elle doit être. La Charité est devenue, je dirais, un Rotary d'élite. Beaucoup de frères de l'atelier, ils sont entrés non pas par conviction maçonnique, mais peut-être par intérêt. Comment vous expliquez ce qu'il faut bien appeler une dérive? Je pense que le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie a donné à certains inculpés un sentiment de pouvoir absolu, qu'ils se sont dit qu'ils ne craignaient rien. Mais le fait d'appartenir à la maçonnerie, le fait de côtoyer autant de personnes importantes, le tissu de relations qu'ils avaient noué leur ont permis de dévier d'une façon qu'ils n'auraient jamais dû faire. Alors pourquoi aujourd'hui tout cela, vous tenez à l'expliquer? Si je m'exprime aujourd'hui, c'est justement pour dire à ceux qui ignorent que la franc-maçonnerie n'est pas ce que Charleroi et précisément la Charité en montre, que la franc-maçonnerie est quelque chose de beau, que la franc-maçonnerie est quelque chose de grand, et qu'il ne faut pas faire une réduction entre la franc-maçonnerie et certaines de ses loges. Les valeurs de la franc-maçonnerie galvaudées, le constat n'est pas fait qu'à Charleroi. La Charité n'a pas bonne presse au sein de la franc-maçonnerie. Ce maçon a même écrit que certaines loges feraient œuvre de fraternité utile en se sabordant. Oui, je pense, oui. Oui, parce qu'elles ont laissé aller les choses trop loin, peut-être par ignorance, qui me paraît douteux, ou par manque de courage, tout simplement. Et je crois que ça rendrait service à tout le monde, parce qu'il y en a un peu marre de porter le chapeau, quelque part, d'une bande de malfrats. C'est vraiment... c'est insupportable. C'est insupportable comme citoyen de voir qu'un mandat politique peut servir à ça. Et c'est insupportable aussi comme franc-maçon, parce qu'ils ont prêté le même serment que nous, et notamment de toujours préférer le bien public à son bien personnel. Et donc là, c'est évidemment un dérapage. Un dérapage, au vu du nombre de francs-maçons inculpés, la question du lien entre la franc-maçonnerie et les affaires qui ont secoué Charleroi reste posée. Cette même question s'est posée en France il y a quelques années, à Nice notamment. Lorsqu'il y arrive comme procureur du roi, Éric de Montgolfier découvre une multitude d'affaires enterrées, pas moins de 43 dossiers. Il dénonce une ville et une justice sous influence. Éric de Montgolfier a été un des tout premiers à secouer le cocotier. Nous l'avons retrouvé à la Louvière. Il y donnait une conférence sur le devoir de déplaire. Tous les pieds bien sur terre. Alors, vous avez entendu parler d'une ville ici qui s'appelle Charleroi et qui a donné lieu à pas mal d'affaires, ou vous n'en avez pas du tout parlé? Si, Charleroi est une ville connue, même à l'extérieur de nos frontières. Non. Et si je vous dis que probablement la moitié des personnes inculpées sont francs-maçonnes dans cette ville?
Est-ce qu'on peut en déduire définitivement que c'est une affaire d'affairisme maçon? Est-ce qu'on peut en déduire que la maçonnerie a servi? Il faut voir. Je connais quelques dossiers où il n'y a que des maçons. Des dossiers qui ont mal tourné. Je suis bien obligé de me poser la question de l'influence de l'appartenance maçonnique. Oui, c'est une réalité. Parce que nombre de maçons racontent à l'occasion des petites histoires qui montrent que quand même il y a une réalité de la fraternité maçonnique. Au-delà de la fraternité, pour le procureur de Nice, l'extrême discrétion des maçons ne plaide pas non plus en leur faveur. Le culte du secret entretenu par les maçons ferait de la loge un terrain de jeu idéal pour les affairistes. À l'abri des regards, il serait plus facile d'y mener ses petites affaires. Mais sous la lumière, on ne fait pas les choses de la même manière, jamais. Même rendre la justice. Le faire sous l'œil des caméras, ça vous oblige à un peu plus de vigilance, un peu plus de correction et de respect des règles. Quand les caméras sont éteintes, je ne vous garantis pas que la justice s'épanouisse aussi loyalement qu'elle le devrait, que les magistrats n'aient pas de stratégie un peu discutable. Oui, tout ça est vrai. La lumière, oui. Alors, les maçons sont des fils de la lumière. Pourquoi aimer tant l'ombre ? Langage codé, réunion à bureau fermé, mot de passe, signe de reconnaissance à l'usage exclusif des initiés, les francs-maçons ne sont pas seulement discrets, ils ont le culte du secret. Mais ne cherchez pas le secret de la franc-maçonnerie, vous rentreriez bredouille. Le véritable secret de la maçonnerie, c'est qu'il n'y en a pas. Au-delà du secret d'appartenance, au-delà du secret qui entoure nos réunions, de cette discrétion, il n'y a pas de grand secret. On chercherait en vain, malgré les kilomètres et les kilomètres de livres qui ont été publiés, qui sont supposés révéler les secrets de la franc-maçonnerie. En réalité, c'est le secret de Polichinelle. Voilà pour la mise au point. Le seul vrai secret est donc le secret d'appartenance à la franc-maçonnerie, mais à ce secret-là, les francs-maçons tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même connu une époque où des francs-maçons ont été poursuivis, ont été liquidés, ont été mis dans des camps de concentration. Il n'y a pas que les juifs que le nazisme a mis dans les camps, il y a aussi des tziganes et des francs-maçons. Ça laisse quand même des traces. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les noms de centaines de francs-maçons ont été, c'est vrai, publiés. Une dénonciation en règle, mais c'était tout de même il y a plus de 50 ans. Que l'on ait pu se méfier de toute publicité de cette appartenance-là il y a un certain nombre de décennies, voire de siècles, parce qu'on sait qu'effectivement il y a eu de très sérieux problèmes de répression qui étaient à l'aune de l'histoire parfaitement inadmissibles. Ça je peux le comprendre, mais aujourd'hui, est-ce que cela a encore une raison? Et à supposer qu'on réponde, et j'incline à cela, que ça n'a plus de raison objective, tout aussitôt se pose la question de savoir, mais au fond, qu'ont-ils à cacher? À l'heure de la transparence, le secret d'appartenance à la franc-maçonnerie passe de plus en plus mal. Il est d'ailleurs de plus en plus souvent remis en cause, en Angleterre notamment. C'est ici qu'est née la franc-maçonnerie. Avec ses quelques 350 000 membres, la Grande Loge Unie d'Angleterre est une véritable institution. Et elle ne s'en cache pas, l'architecture du bâtiment qui abrite la Grande Loge est sans équivoque, rien à voir avec les façades anonymes propres aux obédiences belges. Ici, en sortant du temple, on peut même faire son shopping. On ne peut pas dire qu'à Londres, la franc-maçonnerie soit particulièrement discrète. Entrez donc dans une véritable caverne d'Ali Baba de la franc-maçonnerie. On trouve ici l'attirail du parfait maçon, la version écossaise du tablier, ou d'autres plus classiques, comptez une centaine d'euros pour la tenue de base du compagnon. Les perfectionnistes trouveront encore de quoi arriver pile poil pour l'ouverture de la loge et les ustensiles indispensables à la poursuite des travaux dans la salle humide. Même s'ils ont pignon sur rue, les francs-maçons anglais n'en restent pas moins discrets sur leur appartenance.
Mais à Londres, fin des années 90, plusieurs affaires de corruption au sein de la police notamment ont éclaté. Elles impliquaient de nombreux francs-maçons. Leur discrétion a été pointée du doigt. Une commission d'enquête parlementaire a même ici vu le jour et dans la foulée, le Parlement anglais a légiféré. Le député travailliste Chris Mullin est à la base de cette législation. Comme résultat de notre enquête parlementaire, le ministre de l'Intérieur, suivant les recommandations de notre mémorandum, a décidé que les nouveaux engagés dans les forces de police, mais pas les policiers en place, les nouveaux engagés, devaient déclarer s'ils étaient membres ou non d'une société secrète. En ce qui concerne les juges, le département de la justice, en charge du recrutement, a instauré une règle similaire. Est-ce que vous pouvez expliquer maintenant pourquoi c'est important qu'un juge déclare qu'il est franc-maçon? Eh bien, si vous rendez un jugement et que vous prenez des décisions qui ont un impact sur la vie des gens, c'est normal que non seulement vous le fassiez honnêtement et de façon impartiale, mais en plus il faut que cela paraisse impartial aux yeux des gens. Et si vous êtes membre d'une société secrète et que vous jugez quelqu'un qui appartient à la même société secrète que vous, on doit être sûr que le jugement aurait été identique pour quelqu'un qui ne serait pas un franc-maçon. Évidemment, la loi sur les sociétés secrètes a fait grincer des dents à l'intérieur du temple. La Grande Loge Unie d'Angleterre estime qu'elle est vexatoire et son porte-parole John Hamill ajoute même qu'elle est inutile. On sait qu'il n'y a rien de mal à être franc-maçon. Les francs-maçons savent, particulièrement ceux qui travaillent dans le secteur public, que si lors d'une discussion on peut invoquer une entente entre francs-maçons, ils doivent déclarer qu'ils ont un intérêt à la chose et ne plus prendre part à la discussion ni à des décisions qui les concernent. Mais simplement parce que cela touche à la sphère publique, des politiciens pensent que la franc-maçonnerie est inquiétante. Ils insistent pour que tous les francs-maçons déclarent volontairement leur appartenance et s'enregistrent comme tels. Nous pensons que c'est une mauvaise chose. Chez nous, rien n'exige que les francs-maçons se dévoilent, quelle que soit la profession qu'ils exercent. Et lorsqu'on évoque la législation anglaise, les francs-maçons se crispent pour les mêmes raisons qu'en Angleterre. Je pense que ça induit cette idée que l'appartenance à la franc-maçonnerie est en germe un problème. Et que on ne leur demande comme renseignement philosophique que celui-là. Ça me paraît personnellement curieux. Je suis assez d'accord pour dire, mais ça n'était pas envisageable il y a 50 ou 60 ans qu'une appartenance philosophique, voire religieuse, relève de la vie privée. Oui, sauf quand elle peut avoir une influence dans la vie publique. C'est la raison pour laquelle je pense que les pays qui ont par exemple choisi de demander à celles et ceux qui veulent exercer une fonction publique d'avoir sur leurs convictions philosophiques, voire religieuses, une clarté qui n'est rien d'autre que de la loyauté du fonctionnaire, eh bien ça ne me dérange pas fondamentalement. Et ça aurait l'immense mérite d'éviter un certain nombre de supputations qui, je pense, à terme, peuvent être préjudiciables à celles et ceux qui ont choisi cette option ou cette obédience philosophique. Car on y revient, la discrétion est la cause de tous les fantasmes, c'est elle qui amène à voir la main de la franc-maçonnerie partout, et cela finit donc, certains maçons en conviennent, par se retourner contre la franc-maçonnerie elle-même. Ça tient au secret et ça tient, bien sûr, vous avez raison, mais ça tient aussi à la frilosité qu'ont les francs-maçons à s'afficher comme tels et à ouvrir leurs portes. Si l'on veut faire cesser tout ce verbiage ridicule en vertu de laquelle, bon, s'il pleut, c'est les francs-maçons, si c'est ceci, bon, je crois que si on veut faire cesser ça, il faut peut-être se manifester un peu. J'ai bien dit un peu. La porte s'entrouvre, timidement. Ce que les francs-maçons appellent l'externalisation fait en fait débat dans les loges, mais ce débat en est à ses balbutiements.
Aujourd'hui, au risque de continuer à alimenter tous les fantasmes, au risque de se voir instrumentalisé et détourné de ses objectifs pour d'autres beaucoup moins nobles, la franc-maçonnerie préfère toujours rester tapis dans l'ombre.